Eh bien, bonjour à toutes, mesdames. Ravie d'être de nouveau cette année à Bordeaux et de venir vous parler de l'auto-entrepreneuriat, en tout cas du mode d'emploi, on va dire, pour l'année 2024. Évidemment, en 3/4 d'heure, je ne vais pas avoir le temps de vous expliquer tout le régime, mais je vais au moins vous expliquer l'essentiel. Et puis, à la fin, on prendra un temps pour les questions parce que j'imagine qu'il y a plein de questions. Avant de commencer et de me présenter, je voudrais savoir qui est déjà auto-entrepreneur dans la salle. Ok. Qui a un projet d'auto-entrepreneuriat d'ici 3 mois? Ok. D'ici 6 mois ou plus? D'accord. Et combien d'entre vous sont inscrits à France Travail, anciennement Pôle emploi? Ok. Bah, merci. Ravie de faire connaissance avec vous. Moi, je suis Monique Santaï, déléguée générale de l'Union des auto-entrepreneurs, donc qui est une association nationale qui a été créée au tout début du régime de l'auto-entrepreneur, puisqu'elle a été créée par la personne qui a initié ce régime en France, qui a écrit un rapport qu'il a remis au gouvernement en 2008 et qui a permis de mettre en place par la loi de 2008 le régime de l'auto-entrepreneur en 2009. C'est François Hurel, donc c'est lui qui est président de cette association et qui l'a fondée et que j'accompagne depuis 15 ans dans le suivi, l'accompagnement, l'information, les rapports avec les pouvoirs publics pour défendre ce régime, faire en sorte qu'il soit resté simplifié depuis 15 ans, même s'il a connu quelques méandres, il reste très simple. Mais il n'empêche que depuis 15 ans, tous les créateurs que l'on a pu accompagner, eh bien, on constate qu'il y a un manque crucial de préparation. Parce que quand c'est facile, on pense qu'on est exonéré de faire certaines démarches. Or, quand on crée une entreprise, quel que soit son statut, l'important, c'est votre projet. C'est de savoir ce que vous allez mettre dedans. Et donc, à l'UAE, notre ADN vraiment le plus important, c'est d'accompagner à la professionnalisation de votre création d'entreprise. Alors, ce régime, il a été créé en 2009. Ses particularités, il en a surtout 3. Il a 3 vertus. C'est la simplicité d'inscription, le fait qu'on puisse s'inscrire. C'était la première fois en France, et c'est toujours, on peut s'inscrire gratuitement. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas besoin d'avoir un capital à déposer, il n'y a pas besoin d'avoir forcément de l'argent ou de la trésorerie. On peut démarrer une activité de manière simple. Donc la déclaration aujourd'hui se fait via le site officiel, le seul site sur lequel on fait toutes les formalités de déclaration ou de création d'entreprise depuis 2023. C'est le guichet unique qui est géré par l'INPI. L'INPI, c'est l'Institut national de la propriété industrielle. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a plus tous les sites arnaques qu'il pouvait encore y avoir l'année dernière. Maintenant, il y a un seul canal. Il est un petit peu plus compliqué de s'inscrire que quand c'était avant avec l'URSSAF, mais ça reste au moins sécurisé sur un seul lieu. Ensuite, c'est universel. Ça veut dire qu'on peut créer son auto-entreprise à partir de 16 ans jusqu'à pas d'âge. Nous, l'adhérent qui a créé le plus tard, aujourd'hui, il a 80 ans. Et comme quoi, on peut créer à 80 ans. Et les plus jeunes qui arrivent aujourd'hui, depuis quelques mois, ils posent des questions à 15 ans. Eux, ils sont prêts. Ils ont des idées, ils voient qu'il manque des tas d'activités ou des tas de services, particulièrement pour leurs grands-parents, pour les aînés. Ils revisitent des métiers qui sont traditionnels. Mais en tout cas, il y a une force vive qui arrive, qui va créer, dont vous ne serez pas les seuls. Et les jeunes filles, justement, ont vraiment des idées et veulent vraiment passer par la case création d'entreprise. Pas forcément en faisant des études ou en le faisant en parallèle. En tout cas, voilà, l'évolution, elle est que ce n'est plus une option de créer une entreprise aujourd'hui, mais c'est vraiment une solution pour beaucoup de personnes. Et puis, c'est cumulable avec d'autres situations. Vous pouvez avoir une auto-entreprise et être en même temps salarié. Il faut évidemment demander l'accord à votre DRH, à votre employeur, surtout si c'est quelque chose qui est très proche de ce que vous faites dans votre métier. Vous pouvez le faire également si vous êtes étudiant.
en même temps si vous êtes fonctionnaire, si vous êtes demandeur d'emploi, si vous êtes retraité. Alors, petite amélioration pour les retraités, c'est que depuis l'année dernière, tous les retraités qui ont été retraités à partir du 1er janvier 2023, lorsqu'ils créent une auto-entreprise ou qu'ils ont déjà leur auto-entreprise et qu'ils continuent d'avoir une activité, pendant les 5 années après leur jour de départ en retraite, ils ne cotisent plus juste pour le fonds commun, pour le pot commun, ils cotisent aussi pour acquérir des nouveaux droits à retraite. Donc ça veut dire qu'au bout de 5 ans, les personnes à la retraite qui ont mené une activité d'auto-entrepreneuriat pourront demander une liquidation d'une deuxième petite retraite complémentaire qui sera toujours appréciable. Voilà, ça c'est une des évolutions. Alors c'est vrai qu'à l'UAE, on travaille beaucoup avec les pouvoirs publics, on fait beaucoup avancer les choses, les droits à retraite, etc. Donc ça, je vais vous en parler un petit peu. Alors un petit peu de vocabulaire avant, parce que souvent on nous pose la question, mais c'est quoi la différence entre micro-entrepreneur et auto-entrepreneur? Bon, il n'y a pas de différence. En fait, vous voyez le petit bonhomme, il explique je suis entrepreneur individuel. Alors c'est ça qui compte. Quand on crée une auto-entreprise, on est entrepreneur individuel. Le nom original, c'est le mot auto-entrepreneur. Si je vous demande ce que vous avez dans votre cuisine pour mettre les aliments au frais, vous allez tous me répondre un frigo. Ben, ça vient du mot frigidaire. C'est la première marque de réfrigérateur et on l'utilise tous. Donc le mot auto-entrepreneur, c'est pour ça aussi qu'à l'UAE, on continue à l'utiliser, tout comme l'URSSAF continue de l'utiliser, parce que c'est le mot qui était original. Après, dans les textes de loi, depuis 2015, c'est micro-entrepreneur, avec un tiret. La micro-entreprise avec un tiret. S'il n'y a pas de tiret, ça ne veut pas dire la même chose. Donc voilà, mais enfin, que vous disiez auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, freelance, les plus jeunes, ils préfèrent freelance, ça fait mieux. Ça fait moins vieux. Bon. Voilà, mais enfin, quel que soit le terme que vous choisissez, il n'y a pas 36 régimes, il n'y en a qu'un qui est simplifié comme celui-là. Il faut savoir qu'en Espagne, le régime existe, il s'appelle autonomus. Au Québec, il existe depuis bien plus longtemps qu'en France, c'est travailleur autonome. Voilà, moi, c'est mon préféré parce que je trouve qu'il est très parlant et c'est exactement ça. Vous allez apprendre à travailler en autonomie quand vous lancez une entreprise. Alors, si on devait faire une carte d'identité de ce régime, donc c'est une entreprise individuelle, ça veut dire que c'est vous, personne physique, votre nom et votre prénom seront sur l'avis INSEE que vous recevrez, qui vous donnera vos identifiants d'entreprise. Une fois que vous aurez inscrit sur le guichet unique des formalités, quelques semaines plus tard, vous recevrez un avis de l'INSEE et ça mettra votre prénom et votre nom. C'est vous qui entreprenez en votre nom et prénom et responsabilité. Rien ne vous interdit, bien au contraire, d'ajouter un nom commercial. Alors pourquoi? Parce que c'est plus facile de se vendre quand on parle d'une marque que quand on parle de « Bonjour, je suis Marie Dupont, voilà ce que je fais ». C'est plus facile d'avoir un nom. En plus, c'est sympa d'avoir cette démarche et de le trouver. Si vous trouvez le super nom, déposez-le pour le protéger. Mais voilà, en fait, ça vous permet, et particulièrement mesdames qui avaient, je ne sais pas pourquoi, cette fâcheuse habitude d'avoir ce fameux syndrome de l'imposteur que vous seul véhiculez. Hein. On ne voit pas des messieurs qui disent « Bonjour, j'ai le syndrome de l'imposteur ». Mais ça, il faut le tuer. Et parfois, en déposant un nom commercial, c'est plus facile. Parce qu'on parle d'une marque qui évidemment a du sens par rapport à ce qu'on fait, mais c'est plus facile de parler de cette marque et d'être derrière, évidemment, mais c'est quand même plus simple. Donc régime microsocial et microfiscal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une manière de payer ses cotisations sociales et ses contributions fiscales qui est beaucoup plus simple. En fait, quand on est en auto-entrepreneur, on est avant tout un entrepreneur individuel. C'est pas la peine d'écrire sur vos factures auto-entrepreneur. C'est comme si vous vous présentiez, vous êtes en SARL ou en SAS, et vous dites « Bonjour, je suis SAS ». Non, avant d'être auto-entrepreneur, vous êtes d'abord un entrepreneur individuel et vous êtes l'activité que vous exercez. Souvent, je demande « Vous faites quoi? Je suis auto-entrepreneur ». Ben oui, mais en quoi? Dans le service. Ben oui, mais dans quel service? Et il faut comme ça ramer. Donc en fait, il faut que dès la première phrase, vous sachiez dire ce que vous faites. Simplification des formalités d'inscription, c'est vrai qu'on ne vous demande pas beaucoup de choses. Il n'y a pas de statut à déposer, il n'y a pas de capital à verser, il n'y a pas tout ça. Accessible à tous, donc effectivement, quel que soit l'âge. Après, il y a la manière de l'exercer. On peut être auto-entrepreneur à temps plein. C'est-à-dire que vous allez générer l'essentiel de vos revenus de cette activité indépendante.
Ça, c'est exclusif, à 100%. Vous pouvez aussi l'exercer de manière alternative. Ça peut être parce qu'il y a des personnes qui font de l'intérim ou qui font des saisons, ou peu importe, et à un moment, dans l'année, vont le faire. Vont faire tourner cette auto-entreprise en complément d'une autre activité saisonnière. Ça peut être aussi en complément d'une autre situation, d'étudiants, etc. Ça peut être sur vos week-ends parce que vous avez un emploi salarié. Enfin voilà, c'est un peu à la carte, selon les moments de vie. Et ça ne veut pas dire... Moi, je vois des gens qui, depuis 15 ans, sont auto-entrepreneurs, mais il y a un moment où ils l'ont exercé à temps plein, il y a un moment où ils l'ont exercé en complément, il y a un moment où ils l'ont un peu mis en sommeil le temps que de faire autre chose ou parce qu'il y a un problème de santé ou quoi que ce soit. Donc c'est assez à la carte, c'est assez flexible. Les cotisations sociales, alors à l'UAE, vous n'entendrez pas le mot charge. Souvent, on entend les charges. Charges sociales. Bon, social, ça veut dire la sécurité sociale, ça veut dire la protection sociale. Ce n'est pas une charge, c'est une cotisation. Quand on cotise, c'est pour avoir un droit en face. Donc cotiser pour sa protection sociale, verser des cotisations à l'URSSAF, ça veut dire qu'on acquiert des droits. Plus vous allez déclarer de chiffre d'affaires, plus vous allez augmenter vos droits, par exemple, à l'indemnité journalière. L'indemnité journalière, c'est quoi? C'est quand vous tombez malade ou que vous avez un accident, vous ne pouvez plus travailler pendant 6 mois. Qu'est-ce qui se passe sur votre compte en banque? Eh bien, c'est la sécurité sociale qui va vous verser une part de ce qu'on appelle un revenu de remplacement, qui souvent n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il faut avoir ce qu'on appelle une prévoyance. Alors, si vous avez été salarié, vous avez tous eu sur votre bulletin de salaire une prévoyance payée par l'employeur. Quand on s'installe à son compte, on doit bâtir sa protection sociale. Donc, ça veut dire qu'on doit trouver un contrat d'assurance qui va donner le complément de ce petit montant que va donner la sécurité sociale d'indemnité journalière. Tout comme prendre une mutuelle santé, complémentaire santé, pour compenser le reste à charge de la sécurité sociale. Ça, c'est l'employeur, c'est fini. Donc ça veut dire que c'est vous qui devez le faire. Ces cotisations sociales, elles se payent à l'URSSAF et elles se payent au fur et à mesure de vos encaissements. Contrairement à une entreprise classique, quand on parle de chiffre d'affaires, c'est le montant qu'on a facturé. En auto-entrepreneuriat, c'est le montant que vous avez encaissé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous facturez 1 000 €, votre client vous verse 200 € au mois de mars, d'acompte. Votre chiffre d'affaires du mois, c'est 200. Les 800 € restants qui vous paiera en avril, par exemple, feront partie de votre chiffre d'affaires du mois d'avril. Donc c'est pour ça qu'on dit, vous payez les cotisations au pourcentage du chiffre d'affaires que vous faites. Si pendant un mois, vous ne faites pas de chiffre d'affaires, ben vous avez 0 de cotisation à payer. Ce qui permet de démarrer et d'avoir cet effet tremplin. Alors, il n'y a pas de comptabilité, mais, vous voyez, le mais est en rouge et en gras, parce que depuis 15 ans, j'en ai vu beaucoup. Alors, pas de gestion, pas de rien. Alors, il y a quand même une obligation réglementaire, c'est de tenir un livre des recettes. C'est-à-dire savoir ce qu'on a encaissé, de qui, comment ça a été payé, quand, à quelle date, et c'était quoi l'objet de ce qu'on a facturé. Et aussi un livre des achats pour celles qui font du commerce. Moi, j'ai envie de dire pour tout le monde, même si vous faites une activité intellectuelle, eh bien, vous pouvez aussi enregistrer les achats que vous faites, histoire de voir que vous ne dépensez pas trop par rapport à ce que vous encaissez. C'est toujours bien d'avoir une sorte de tableau de bord qui vous aide à voir un peu le niveau de votre activité. Il n'y a pas de TVA en auto-entrepreneur quand on démarre, jusqu'à un certain seuil. À peu près quand on commence à passer la barre des 30 000 en prestation de service ou des 60 000, on va dire 70 000 en commerce, il faut s'intéresser à la question de la TVA. C'est pour ça que nous, à l'UAE, on l'explique. Dès que vous arrivez à l'UAE, dès que vous adhérez à l'UAE, on vous fait une formation de 3 heures, on explique le régime et on explique aussi la TVA, même si ça ne vous concerne pas tout de suite, pour que vous sachiez comment ça fonctionne. Ensuite, il y a l'assurance. Alors, quand on décide de mettre une offre sur le marché, on est responsable vis-à-vis de ses clients. On peut faire une erreur de conseil. On peut, dans le commerce, avoir des colis qui ne sont pas distribués. On peut avoir un client malfaisant, qui va être de mauvaise foi. Là, ça veut dire qu'il faut avoir une assurance RC Pro, c'est pas très coûteux, sauf si on a une activité quand même qui présente de gros risques, mais ça permet de garantir et d'être serein par rapport à son activité. Si jamais il y avait un problème, vous déléguez le problème à l'assurance et vous continuez à travailler. Sinon, ça peut être compliqué. Exemple,
Un rédacteur web conseille son client. Il lui envoie son texte, il lui a écrit le texte, très bien. Le client lui dit, mais quelle image je peux mettre avec cet article? Lui, bien gentil, lui dit, par exemple, ce genre d'image. Donc, il lui montre 2-3 exemples d'images qu'il envoie dans le mail. Le client ne se pose pas plus de questions, il prend une des photos, il la met dans son article. Entre-temps, un robot de l'AFP reconnaît son image, qui n'était pas libre de droit. Qu'est-ce qui se passe? L'AFP s'est retourné contre le client, qui s'est retourné contre le rédacteur pour défaut de conseil. Et le rédacteur a dû payer 5 000 € de frais, d'amende, en fait, pour ça. C'est sur lui qui est retombé parce qu'il n'était pas assuré. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il est assuré. Oui, il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais on peut se tromper aussi, ou on peut faire une erreur. Voilà. Donc, s'il avait été assuré, ça aurait été pris en charge, les frais auraient été pris en charge d'avocat et le risque aurait été couvert. Et puis ensuite, c'est la protection sociale. Donc, c'est un petit peu ce que je vous disais, c'est la complémentaire santé et la complémentaire prévoyance. Alors voilà ces cotisations sociales. Je vais faire un focus juste sur ça. Parce que pour moi, c'est quand même l'essentiel, c'est de comprendre que quand on paye des cotisations, c'est pour avoir quelque chose en face. Donc vous voyez, selon vos activités, alors qui ici va faire une activité de commerce? J'achète des produits et je les revends. Ok. Qui va faire une activité artisanale? C'est-à-dire que j'achète de la matière première, je la transforme, ok. Et des activités libérales, plutôt intellectuelles, de conseil, etc. Bon, ça va, vous êtes conforme aux chiffres nationaux. En fait, c'est 70% des activités créées qui sont créées qui se créent sur des activités libérales. Voilà, c'est-à-dire que aujourd'hui, on est dans une société de services. Donc, ce sont soit des services aux particuliers, soit des services aux entreprises, voire les deux. Est-ce qu'il y en a qui sont dans les services à la personne, qui ont des projets dans les services à la personne? Ok. À partir du 1er janvier 2025, vous pourrez faire des services à la personne, mais pas qu'en exclusivité. Jusqu'à présent, vous êtes obligé de ne faire que ça parce qu'il y a un intérêt fiscal de remise à votre client. À partir du 1er janvier, vous pourrez aussi avoir une activité complémentaire, par exemple pour d'autres activités différentes ou pour facturer des entreprises. C'est un des éléments d'avancée qui est quand même pas négligeable. Donc voilà les cotisations. Alors vous voyez, il y a BIC et BNC. BIC, ça veut dire bénéfices industriels et commerciaux, donc c'est pour les activités commerciales et artisanales. Et BNC, c'est les activités non commerciales, donc tout ce qui est libéral. Vous avez droit à une aide à la création d'entreprise, l'ACRE, à ne pas confondre avec l'ARS. L'ACRE, c'est l'aide à la création, c'est la réduction des cotisations sociales de moitié pendant votre démarrage, c'est-à-dire pendant les 4 premiers trimestres civils. C'est pour ça qu'il vaut mieux créer en début de trimestre. Si vous créez le 1er juillet, vous bénéficierez de l'exonération pendant 4 trimestres, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin. Si vous créez le 25 juin, vous n'aurez l'exonération que jusqu'à fin mars. Voilà. Donc c'est des petites subtilités qui sont quand même intéressantes à savoir. Après, c'est pour ça qu'il ne faut pas aller chercher son numéro de SIRET trop vite, parce que si vous allez le chercher trop vite et que vous ne facturez pas pendant la première année, vous perdez le bénéfice de cette exonération. C'est pour ça que la préparation, elle est essentielle. Alors, vous allez déclarer votre chiffre d'affaires auprès des services de l'URSSAF. Je vous rappelle qu'ils sont sur le stand à côté du nôtre. L'URSSAF, si vous avez des questions, il faut aller les voir, c'est l'occasion. Et même si votre chiffre d'affaires est à 0, vous devez déclarer que c'est à 0. Si vous êtes demandeur d'emploi, il vaut mieux le déclarer au mois, parce que comme ça, vous actualisez votre situation chez France Travail et en même temps, vous déclarez votre chiffre d'affaires tous les mois à 0 ou avec un chiffre d'affaires. Le paiement des cotisations se fait donc en ligne sur le site que vous voyez, le seul et l'unique, l'auto-entrepreneur.ursaf.fr. Qu'est-ce que ça comprend ces cotisations sociales? Ça comprend la même chose que quand vous êtes salarié. Il y a juste un petit point d'attention, c'est les indemnités journalières, pour savoir exactement, selon votre situation, chacune, vous avez une situation différente. Donc c'est bien d'aller faire un tour à la caisse de sécurité sociale pour demander, dans votre cas, aujourd'hui, si vous créez une auto-entreprise demain, aujourd'hui, quelle est votre situation si jamais vous êtes arrêté dans 3 mois pour une hospitalisation? Qu'est-ce qui se passe sur votre compte bancaire? Donc ça, c'est bien quand même de le savoir à l'avance. Alors l'impact, si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, c'est que vous ne versez pas de cotisation. Et quand on ne verse pas de cotisation, on n'acquiert pas de droits et on n'acquiert pas non plus de droits à la retraite.
C'est-à-dire que quand vous êtes demandeur d'emploi, vous validez des trimestres. Le compteur des trimestres avance, mais pas les droits à pension, puisque vous ne cotisez pas. Quand on a une indemnité de chômage, c'est une indemnité, ce n'est pas un revenu. Alors à l'UAE, voilà ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'en fait, les auto-entrepreneurs qu'on rencontre, pour beaucoup, sont comme le petit bonhomme en haut sur la perche. Ils ont démarré comme ça et ils attendent des clients. C'est ce que nous, on appelle à l'UAE les auto-entrepreneurs en panne sèche. C'est-à-dire que ça a démarré comme ça, mais sauf qu'il faut, en tout cas, quand on l'exerce à titre exclusif, il faut pouvoir en vivre, en tirer un revenu. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est vraiment un accompagnement pour définir ce que vous allez vendre, vos prix, le revenu que vous allez pouvoir en tirer, la couverture des risques, qu'au moins vous sachiez où vous allez. On rencontre beaucoup de gens qui ont monté leur projet comme ça, un peu à la va-vite. C'est pour ça qu'on vous embarque un peu à l'UAE dans un parcours que vous voyez ici imagé, et que tant que vous n'avez pas fait la première partie de la spirale, ce n'est pas la peine d'aller chercher votre numéro SIRET. Parce que vous ne saurez pas quoi mettre sur le site internet pour communiquer et pour vendre. Parce qu'aller chercher des clients, ça se travaille. Il faut oser pousser les portes, il faut oser prendre son téléphone, il faut oser parler. Et ça se pratique. N'importe où. La file d'attente, une salle d'attente, n'importe où. Entraînez-vous. Parlez de votre projet. C'est pas grave, hein, peut-être que la personne en face, ça ne l'intéressera pas, elle vous le dira. Mais entraînez-vous. Entraînez-vous à parler de ce que vous savez faire et de ce que vous mettez sur le marché. L'objectif étant, je le rappelle, quand on crée une entreprise, c'est bien de générer du revenu. Donc c'est d'encaisser. Et pour ça, en fait, on a un programme de formation, donc c'est le parcours réussite. Et vous avez le premier module sur l'auto-entrepreneuriat qui est offert par l'UAE, et le deuxième module qui est le déclic d'entreprendre, qui est une formation importée du Québec, en 2 semaines. C'est une formation action, on appelle ça. C'est-à-dire que vous allez travailler, ce sont des travaux pratiques, et en 2 semaines, vous allez construire votre modèle. Parce que souvent, ça prend trop de temps, ça prend des mois. Mais pendant des mois, vous grillez vos allocations chômage, et à un moment donné, nous, on voit beaucoup de gens qui arrivent, il ne me reste plus que 2 mois, mais là, je vais me lancer. Bah oui, mais vous avez fait quoi avant? Et en fait, il faut préparer les choses. Et si on les prépare bien, de manière efficace, ça vous permet de savoir où vous allez. Voilà pour la partie accompagnement. Alors, il faut que vous profitiez des 2 jours de salon, parce qu'on offre l'adhésion à l'UAE. L'adhésion, elle est à 49 € par année, mais on l'offre, on n'est pas loin de la journée des droits des femmes. Donc on s'est dit que pendant ces 2 jours du salon, exceptionnellement, on vous offrait l'adhésion, de telle sorte que vous puissiez profiter de cette formation de 3 heures. Ce matin, j'ai vu beaucoup de visiteuses, mais qui ont déjà créé, mais qui ne savent pas. En fait, vous ne savez pas. Vous n'avez pas assez de préparation, selon nous en tout cas. Voilà, et vous avez les supports donc, de l'UAE que vous trouvez sur le site internet, plus le livre que moi j'ai écrit depuis, qui en est à sa 3e édition, pour expliquer, vous le trouvez d'ailleurs à la librairie à l'entrée, et qui vous permet de comprendre les choses. Et de ne pas être dans des textes de loi dont finalement quand on crée, ce n'est pas ça qui nous intéresse, mais c'est de comprendre les choses. Voilà, et pour nous, l'essentiel, c'est que vous compreniez et surtout que vous deveniez autonome. Est-ce que vous avez des questions? C'est l'occasion, hein? Vous avez des questions sur le régime, sur la formation? Vous n'avez pas de questions? Il nous reste 1 minute. Oui, on a commencé. Ouais. Oui, mais il fallait. Mais on a commencé tard parce qu'ils ont terminé tard, non? Merci déjà pour la présentation. Et moi j'avais une question par rapport à l'ACRE. Moi je voulais me créer donc mon statut 1er avril pour pouvoir après commencer. Sauf qu'on m'a conseillé en fait d'attendre limite d'avoir facturé, à la limite de la facturation de mon client pour pouvoir créer mon statut. Parce que si je me crée au 1er avril et qu'au final j'attends 3 mois pour avoir pour facturer. Enfin voilà, en fait c'est le calcul. Le gap il est à 1 trimestre près. Mais ce qu'il faut, c'est pas commencer à créer votre statut si vous ne savez même pas si vous allez facturer dans les 6 mois. Il faut vraiment préparer les choses. Quand vous les préparez et que vous savez où chercher votre clientèle, au moment où vous démarrez votre prospection, vous avez votre numéro SIRET. Mais là, ça veut dire que vous avez une stratégie. Il faut en fait avoir une stratégie dans son projet, dans la présentation de son projet, dans la prospection et dans la formation. Il faut être capable. Moi, je dis, votre premier pitch, c'est votre conseiller France Travail.
Vous êtes capable d'expliquer ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, comment vous voulez y aller. Sinon, si vous attendez qu'on vous dise, en fait, c'est vous qui jouez vos prochaines années. Donc, c'est à vous d'expliquer. Et donc, ce délai, il n'y a que vous qui allez pouvoir le sentir. Vous avez envoyé des devis, vous avez déjà des approches, et puis vous sentez que ça va fonctionner, là, vous y allez. Après, de toute façon, à partir du moment où vous créez votre activité, où vous déclarez, je m'inscris aujourd'hui pour une activité qui démarre demain, même si vous n'avez pas le numéro SIRET encore, vous avez la preuve que vous avez fait la déclaration, vous pouvez envoyer un devis avec numéro de SIRET en cours. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller chercher son numéro SIRET trop tôt, en fait. Il y avait une question par là. Oui, alors tiens, on va vous faire passer les documents si vous voulez. Vous pouvez flasher le QR code, mettre vos renseignements pour qu'on vous envoie la confirmation d'adhésion gratuite. Bonjour, oui, bonjour. Je souhaitais savoir par rapport au nombre d'auto-entrepreneurs qui se lancent, combien il y avait de pérennisation dans le temps de cette activité. Alors aujourd'hui, en fait, il y en a eu depuis le début plus de 6 millions qui ont été créés. La problématique, c'est qu'on ne sait pas. On sait qu'à peu près 30% d'entre eux ont transformé en entreprise classique. Il en reste 3,2 millions aujourd'hui actifs. Donc vous voyez, ça vous donne à peu près une idée. Mais on aimerait bien que l'administration, quand vous transformez vers une activité classique, ils ne savent pas dire d'où vous venez. C'est-à-dire qu'ils ne font pas le lien. Vous fermez, donc ça veut dire que les gens qui évoluent font partie des entreprises radiées, des auto-entreprises radiées. Mais il n'y a pas encore le lien, malheureusement, depuis 15 ans, ils n'ont pas trouvé la route. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, c'est à peu près ça. Une autre question? Dernière? Allez, une dernière. Le montant maximum. Alors, à ne pas dépasser, moi je dis le montant maximum pour rester dans le régime. En prestation de service libérale, c'est 77 700. Et en commerce, c'est 80 700. Alors, à ne pas dépasser, moi je vous encourage à le dépasser, évidemment. Ça veut dire que ça aura marché. C'est comme passer le seuil de la TVA, ça veut dire que c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Alors, on est sur le stand. Si vous voulez voir Mina au fond de la salle, vous flashez, vous remplissez et on vous enverra votre adhésion gratuite. Ça n'est que pour aujourd'hui et demain. Sinon, vous passez sur le stand, on est dans la salle création à côté de l'URSSAF. Merci à vous.